C'était vraiment l'objectif premier, c'était de créer un lieu émancipateur pour les enfants, qui puisse permettre aux enfants d'être eux-mêmes et d'exprimer leur plein potentiel. C'était le but. C'était nous, si les enfants arrivent à l'école en courant avec le sourire et qu'ils ne veulent plus repartir le soir, c'est gagné. Et on a vraiment gagné ce pari, c'est-à-dire que tous les enfants adorent cette école. Souvent, à la fin de l'année, c'est « Oh mais non, c'est les grandes vacances, c'est trop long, on verra plus notre forêt, etc. » Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Alors aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Camille Colombin. Bonjour Camille. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Merci. Alors, je t'ai rencontrée surtout par le biais de Gabi que j'avais interviewée il y a quelques mois au sujet de son projet la ferme Emmaüs Bodonne à Tarnos, donc qui est un regroupement, de projets alternatifs. Donc, il y a une ferme agroécologique, un accueil de 12 femmes sous main de justice. Et puis, il y a donc votre école. Alors, je dis votre parce que tu vas nous raconter. Tu es cofondatrice avec Fanny de l'école Oz. Donc, c'est comme ça que j'ai connu votre existence et que j'ai eu envie de vous donner la parole pour nous raconter un petit peu votre histoire. Est-ce que peut-être pour commencer, tu aurais envie de te présenter à nous ou nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, écoute, c'est toujours délicat de se présenter en quelques minutes ou quelques secondes, mais je suis dans la région depuis une quinzaine d'années, mais à la base, je suis originaire de l'Est de la France, de Lorraine. Puis ensuite, j'ai vécu toute mon adolescence dans la Drôme, dans le sud-est de la France, pour arriver finalement ici, sur mes terres de cœur, qui est le Pays Basque. Que te dire, j'ai eu plusieurs vies avant d'être ici. J'ai été photographe, j'ai été instit et puis j'ai fait d'autres petits boulots. J'ai beaucoup voyagé. J'ai pris le temps en fait au milieu de mes études de partir faire des voyages. Je savais que je voulais enseigner aux enfants et pour ça j'avais besoin d'aller explorer le monde pour pouvoir leur offrir un maximum de richesse dans mon enseignement. Donc je suis partie pendant plusieurs années explorer le monde. Donc j'ai fait l'Australie, l'Asie, une partie de l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et puis j'aimais bien au cours de mes voyages aller dans les écoles justement pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, à mon retour, j'ai repris le chemin des études. J'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai eu donc dans la Drôme. Et j'ai travaillé quelques années dans l'éducation nationale, dont une année qui a été assez importante dans mon cursus parce qu'on m'a placée dans un ITEP, donc Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, avec des enfants qui avaient des troubles du comportement. Et donc, j'étais pas du tout formée pour ce public-là. Et en fait, à l'issue de ça, je suis partie me former à l'art-thérapie. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai étudié. Et puis ensuite, je suis arrivée ici au Pays Basque. J'ai démissionné de l'éducation nationale parce que je voulais enseigner ici au Pays Basque, mais on m'a clairement dit que ce serait pas possible, que ce serait peut-être en fin de carrière. Donc moi,
Je suis quelqu'un d'assez qui la liberté est très importante, donc je voulais pas qu'on me dise où est-ce que j'allais vivre. À partir du moment où on m'a dit bah non, tu dois rester là, je me suis sentie comme un numéro qu'on plaçait un petit peu là où on voulait, et moi ça me plaisait pas. Même si j'étais assez heureuse quand même dans l'éducation nationale, parce que je pouvais mettre en place tout ce qui me plaisait au niveau pédagogique. Mais c'est vrai que j'avais besoin de cette liberté géographique, et donc du coup j'ai décidé de partir ici, de venir au Pays Basque. J'avais donc mes 2 casquettes, enseignante démissionnaire et art thérapeute, et donc du coup je me suis installée à mon compte et je faisais tout ce qui me plaisait avec les enfants, donc de l'éducation émotionnelle, des ateliers philo, des ateliers de médiation artistique et puis de l'art thérapie. Et l'école me manquait beaucoup. Voir les enfants une fois par semaine, 40 minutes ou 1h30, ça me semblait pas suffisant pour les accompagner, pour les aider, leur transmettre tout ce que j'avais envie de leur transmettre. Et je me suis dit mais non, je veux retourner à l'école en fait. Donc impossible de retourner dans une école sans repasser le concours. Donc là, je me suis dit bah je vais créer une école en fait, c'est le plus simple. Finalement, ça semble difficile, mais Comment ça, impossible de retourner dans une école sans passer le concours? bah en fait, comme j'avais démissionné, j'ai appelé ici pour savoir si je pouvais être en renfort dans les écoles, et on m'a dit bah je suis désolée, on manque d'enseignants, donc ce serait un plaisir, mais malheureusement le système est ainsi fait. Vous devez repasser le concours à Bordeaux et attendre d'être Nommé quelque part? nommé quelque part ici au Pays Basque. Mais bon, on repartait dans la même difficulté d'arriver au Pays Basque finalement. Donc même si je passais mon concours à Bordeaux, j'aurais été aux alentours de Bordeaux. Mais moi, je voulais vivre ici. J'ai accepté, et je me suis mis en tête de créer une école. Et donc, par le biais de cette petite entreprise qui s'appelait Graines de Baobab, j'ai rencontré plein de parents, dont des parents qui sont venus ensuite à l'école. Et j'ai créé un réseau de parents comme ça, où je parlais de créer mon école. Et pendant 3 ans, comme ça, je parlais autour de moi, il me fallait un lieu, etc. Et puis donc, le projet était écrit, et un jour, Fanny Dubois, donc ma collègue avec qui on a créé ensemble l'école, est venue m'amener sa fille en atelier de médiation artistique. Et en fait, à la fin de l'atelier, elle me dit mais j'ai été voir ton parcours, apparemment t'étais instit et du coup t'as démissionné de l'éducation nationale. En fait ça l'avait intriguée, et elle me dit aussi qu'elle est en disponibilité, elle est instit mais en disponibilité. Et là j'ai un peu sauté sur l'occasion en me disant moi j'aime bien écouter les signes de la vie, donc là elle venait à moi, et c'est vrai que je cherchais quelqu'un pour m'accompagner dans mon projet. Et je lui ai dit bah écoute, j'ai envie de créer une école, est-ce que t'aimerais que je te présente le projet? Donc la semaine d'après, on est allé boire un café toutes les deux à Biarritz, et puis ça s'est fait très simplement. Je lui ai montré ce que j'avais écrit. En fait, ça lui parlait complètement. Elle a une fille dyslexique, et du coup qu'elle a portée pendant des années, avec un parcours assez particulier. Et on était d'accord sur le fait que les enfants, après les journées d'école, souvent s'enchaînaient les séances d'orthophonie, de psychomote. Ensuite, il fallait faire les devoirs à l'école, à la maison, et du coup ça donnait des journées pour les enfants qui étaient juste pas possibles. Enfin, c'était pas respectueux de leur rythme. Et on s'est dit mais il faut qu'on crée une école avec les intervenants qui viennent en fait à l'école, au sein de l'école. À la base, on est parti vraiment là-dessus, avec tout bien sûr, toutes les valeurs de l'école actuelle, la nature, la pédagogie de coopération, etc. Et on s'est mis ensemble donc à chercher un lieu qu'on a trouvé 2 ans plus tard, je crois, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc grâce à Maïlis justement, qui nous a écrit en me disant bah voilà, j'ai mon conjoint qui ouvre une ferme à Tarnos. Il va y avoir des locaux à louer. Et donc nous voilà jusqu'à la ferme Baudonne. Et puis quand on est arrivé, on s'est dit waouh, ouais, effectivement ça peut être un lieu super. Et donc en 2020, on a eu l'accord du rectorat pour ouvrir l'école. Donc on a ouvert, au début on était 24 enfants, et en janvier on était 36. Donc ça a été vraiment très rapide au niveau des inscriptions. Et en 2020 on a ouvert, et tout s'est passé assez simplement avec Fanny en fait. Quand les choses sont justes, en fait les choses se font. Je suis contente d'avoir rencontré Fanny, parce qu'on forme vraiment un binôme très complémentaire, et je me voyais pas toute seule mener un projet comme ça. C'est quand même assez difficile, il y a beaucoup d'embûches, voilà, et puis il faut que ça soit très cadré pour que ce soit pour qu'on ait les autorisations, etc. Donc il fallait déjà qu'une de nous ait 5 ans d'expérience dans l'éducation nationale, donc Fanny les avait, donc elle pouvait avoir le rôle de directrice. Et oui, concrètement, comment ça se passe? Parce que entre l'idée et la concrétisation et les autorisations,
l'éducation. Qu'est-ce que ça réclame que de vouloir créer une école alternative? Qu'est-ce qu'on te demande? Alors, au-delà de l'expérience des 5 années. Voilà, il faut forcément une personne donc qui ait 5 ans d'expérience dans l'éducation nationale pour avoir le poste de direction. Et après, c'est tout un dossier à monter où il faut tous nos diplômes, l'extrait de casier judiciaire vierge, enfin tout ça. Et ensuite, c'est présenté au rectorat, c'est présenté à différentes entités. Et ensuite, du coup, c'est validé par je ne sais plus qui. Fanny serait là pour dire exactement parce que c'était elle est plus du côté administratif. Enfin, c'est assez compliqué, mais le plus compliqué, c'est de trouver un lieu, surtout ici dans notre région, parce que le foncier est quand même très très cher. Donc voilà, on a visité beaucoup de lieux avant, mais c'était pas possible financièrement, où il y avait pas assez de nature. Nous, il nous fallait vraiment de la nature. On voulait un grand jardin pour les enfants, un potager, idéalement la forêt, un petit ruisseau. Enfin voilà. Donc là, on avait tout à Baudonne. Donc Alors, est-ce que tu peux décrire Baudonne? Parce que pour ceux qui connaissent, et encore que, on n'a peut-être pas notion de l'ensemble du domaine. Oui, c'est un lieu assez incroyable. Donc il y a la ferme qui accueille donc les femmes sous main de justice. Ensuite, il y a toute la partie maraîchage biologique en face avec des serres. Puis nous, on est de l'autre côté de la bâtisse, donc côté forêt. Et là, il y a plusieurs hectares de forêt qui appartiennent à Emmaüs. Et donc c'est assez incroyable parce que on arrive là en bas comme ça, et puis ensuite, c'est la forêt qui s'ouvre à nous, et c'est vraiment très vaste. Et puis tout en bas, on a un petit ruisseau aussi, un petit cours d'eau où on peut observer la vie avec les enfants. Et puis on a toute une parcelle de potager aussi qu'on a fait en permaculture, qui est vraiment un grand potager. C'est au niveau du maraîchage. En fait, on a eu une petite parcelle qui nous a été donnée, enfin une petite parcelle, une grande parcelle. Puis on a une partie aussi cours bitumé aussi pour les petits véhicules, les petites trottinettes, les vélos et tout ça. On a un espace de regroupement avec des rondins pour faire du feu en hiver. T'es déjà venue, Katia? Et oui, puisque je t'ai venue interviewer Gabi. Voilà, donc t'avais visité l'école. Je n'ai pas visité les lieux. Je crois que j'ai découvert vraiment l'école à travers les liens que tu m'as donnés des interviews que tu avais déjà faites. Donc il y a des images. Donc j'ai vu effectivement l'arrière du bâtiment. On n'a pas du tout notion quand on est au milieu de la cour, en haut. Oui. Voilà, qu'il y a derrière, qu'il y a cet espace-là. Oui, c'est ça. On a deux. Et on se demande d'ailleurs où est l'école. Comment est-ce que c'est aménagé? Alors, j'ai visité rapidement les locaux de la ferme, enfin là où il y a les bureaux administratifs et là où sont accueillies les femmes. Et encore que j'ai pas visité leur appartement. Mais Maëlys m'avait fait visiter une partie en tout cas, mais pas l'école. À la base, c'était une partie des classes, c'était des garages. Et puis du coup, qu'on a fermé avec des baies vitrées, on a mis du parquet au sol, on les a aménagés. Au milieu, c'était aussi un garage. Maintenant, c'est un atelier d'art. Et de l'autre côté, c'était une salle qui était disponible en fait à la ferme et qui a été totalement transformée. C'était une vieille salle, c'était de la moquette au mur et tout ça. Donc là, là, c'est vraiment une jolie salle de classe qui fait 80 mètres carrés. Donc on a 2 salles de classe, une salle maternelle et une salle élémentaire. Et au milieu, on a l'atelier d'art qui sépare les 2 salles, mais en fait qui permet un sas en fait aux enfants aussi. On n'a pas de cantine, on mange dehors la plupart du temps. On a des jolies tables de pique-nique, et sinon quand il pleut, on mange dans les classes. On a un poulailler aussi, on accueille nos petites poules, et à l'extérieur, on a nos toilettes sèches aussi. Ouais. C'est un bel espace, mais c'est vrai que les gens ne se doutent pas qu'il y a tout cet espace de l'autre côté. Non, c'est assez insoupçonné en fait. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu-là? Nous, c'était le côté nature avec le maraîchage, donc tout cet espace qui permettait d'avoir un jardin, de cultiver avec les enfants. La forêt, c'était quand même inespéré d'avoir une forêt si grande comme cours de récréation. C'était propice, il y avait ce côté cours bitumé, la forêt, le jardin, et puis ces 2 grands espaces pour les classes. C'était enfin pour nous c'est un lieu qui est vraiment qui est agréable pour tout le monde. C'est quoi qui a été vraiment l'élément déclencheur pour toi d'avoir envie de créer ta propre école? Je crois que ça a été mon passage en ITEP, où j'ai vu vraiment des choses qui se passaient en institution qui étaient vraiment pas logiques. Enfin, pour moi, ça n'allait pas dans le sens de la vie, quoi. Donc c'était pourquoi on regroupe des enfants qui ont
des troubles du comportement, qui sont blessés, qui ont des gros traumatismes. Pourquoi on les met ensemble en fait déjà? Parce que du coup c'est explosif dans un environnement où il n'y avait pas forcément de nature autour, avec une équipe qui n'était pas vraiment dans la bienveillance ou dans l'écoute, dans l'accueil des émotions. Je me suis dit mais pourquoi on fait des lieux comme ça pour des enfants qui ont encore plus de besoins? Ils ont des besoins particuliers et on leur donne moins. En fait. Donc là, à la base, je commençais déjà. Moi, je suis une personne. Tu me demandais qui j'étais à la base, donc je reviens à la question de départ. Je suis une personne qui est très créative et qui est idéaliste depuis toute petite. J'ai vraiment, en fait, enfant, j'avais déjà la conscience qu'on vivait dans un monde qui tournait à l'envers pour pas mal de choses et j'avais plein d'idées. Je me disais mais il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Et en fait, quand j'ai traversé mon expérience en ITEP, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues. Mais il faudrait qu'il y ait ça pour ces enfants-là, et puis il faudrait qu'il y ait ça, et pourquoi on met pas de l'intergénérationnel, pourquoi on pourrait pas créer une école avec une école inclusive, justement où il y ait tous les types d'enfants, mais pas les mêmes types d'enfants avec les mêmes troubles. En fait, on les mélange, et puis ensuite on a un EHPAD avec nous, comme ça on fait du lien intergénérationnel, et puis on met une cantine bio locale, et puis en fait, j'avais plein d'idées comme ça. Et quand je suis arrivée ici, ça m'a paru évident. Comme j'adore créer, je me suis dit mais en fait c'est encore plus stimulant pour moi de créer une école, parce que du coup je pars de zéro et je peux y mettre tout ce que j'ai appris ces dernières années, tout ce que j'ai vu dans mes voyages. Je peux mettre tout ça et je peux faire un mix de tout ce qui me semble être le mieux pour les enfants en fait. Pour accompagner les enfants vers le monde qu'on a envie de créer demain, quoi. Tu n'as pas eu peur face à l'ampleur du projet? C'est-à-dire, tu dis au contraire, j'avais la possibilité de créer l'école dont je rêvais ou dont j'avais envie, mais tu n'as pas eu peur, justement par rapport à la masse de travail, les dossiers, créer une école alternative et... Oui, ça peut paraître un gros dossier, un gros morceau, mais Parce qu'on rappelle que là, il y a possibilité d'être sous contrat avec l'Éducation nationale, mais vous ne l'êtes pas. Ça veut dire fonctionner en parallèle aussi, avec vos propres moyens. Enfin, il y a tout à développer. Ça ne repose que sur vous. Tu n'as pas eu peur? Pas du tout. Mais alors pas un instant. Ça me semblait tellement juste, ça me semblait tellement être mon chemin de vie que de faire ça, que j'ai jamais eu peur. Mais si j'avais eu peur, je pense que j'aurais pas fait. Ça aurait mis ou découragé ou non. Surtout après, quand j'ai rencontré Fanny, du coup, se sentir à deux, sentir épaulé. Après, on était persuadés qu'on allait y arriver, quoi. On y a cru. Moi, j'ai vraiment ce tempérament-là où je lâche rien. Je vais au bout. Je suis taureau, donc je vais au bout de ce qui m'anime, au bout de mes rêves et non, j'ai jamais eu peur. Nous, l'idée, c'était pas de créer quelque chose en lutte contre l'éducation nationale, pas du tout. On avait chacune des expériences assez positives dans l'éducation nationale, même si on avait plein de choses à redire et plein de choses à changer. L'idée, c'était de créer une jeune pousse à côté et du grand arbre éducation nationale et dire voilà, nous on essaie de créer une autre manière de faire école. Avec la nature, on apprend aux enfants à coopérer, on est dans une éducation à la paix, surtout dans une écologie intérieure d'abord. Parce qu'en fait, quand on a créé l'école, moi j'avais vraiment à cœur de transmettre cette écologie environnementale que j'ai en moi depuis toute petite. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience et mes lectures, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'écologie environnementale sans écologie intérieure. Et là, on s'est dit, les 3 piliers de l'école, c'est l'écologie intérieure, relationnelle et environnementale. Et finalement, l'écologie environnementale, c'est juste une conséquence des 2 autres. En fait, on fait quasiment rien. On est dans un environnement qui suscite l'émerveillement au quotidien. Donc, les enfants sont émerveillés de leur forêt, de leur potager, de ce qui y pousse, et donc, de fait, ils ont envie de protéger leur environnement. Mais ça, c'est parce qu'ils sont disponibles à l'intérieur. C'est parce qu'on les aide aussi à accueillir leurs émotions. On leur apprend la gestion de conflits, on leur apprend à penser par eux-mêmes. Tout ça fait qu'il y a une disponibilité intérieure qui fait que on peut prendre soin du vivant autour de nous. Voilà, ça c'est vraiment la base de notre projet. Qui sont les enfants que vous accueillez? Parce que tout à l'heure tu parlais d'inclusivité. D'inclusion, ouais. Ou d'inclusion plutôt, oui. Et tu parlais justement de l'ITEP où tu as travaillé, donc qui accompagne des enfants qui ont des troubles du comportement. Est-ce que c'est le cas à l'école OZ?
Alors on est une école, dite, inclusive, mais avec un petit pourcentage parce que si on accueillait trop d'enfants à besoins particuliers, on n'aurait pas forcément on n'a pas les moyens humains pour accueillir des enfants, pour avoir que des enfants comme ça et puis en plus c'est pas du tout notre, volonté. La volonté c'était vraiment d'accueillir, tous les enfants qui arrivent à nous en prenant bien le soin, voilà, de parler avec leurs parents, de connaître leurs besoins et de voir nous si on a les moyens de les accompagner ou pas. C'est arrivé plusieurs fois de dire: «Ben, là, je pense on n'a pas les moyens, en fait, humains de pouvoir accompagner votre enfant». Donc mais sinon, la plupart du temps, c'est voilà, on accueille tous les enfants. Donc on a des enfants, à besoins particuliers, on a des enfants, 10, on a des enfants, qui ont été en IEF, instruction en famille pendant des années. Il y a des enfants qui ne sont jamais allés dans une école, donc qui découvrent l'école avec Ose. Voilà, on a des enfants, qui sont porteurs d'un handicap. On accueille tous les enfants. Et en fait, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que les enfants développent aussi la tolérance, l'entraide. C'est vraiment assez incroyable. En fait, quand on a une mixité comme ça, on le retrouve très bien dans l'éducation nationale. Le problème, c'est le manque de moyens humains et on a 30 enfants, qu'on est seul et qu'on peut pas mettre en place tout ce qu'on voudrait. Nous, du coup, à l'école, on a des petits effectifs, donc c'est 20 enfants pour 2 adultes et forcément, ça fait 1 pour 10 et donc là, on peut être au plus près de chaque enfant. Et donc répondre aux besoins. Et puis c'est vrai que la nature, le lien à la nature, c'est vraiment un plus. On le voit. On a des enfants qui parfois sont arrivés très abîmés d'un système ordinaire, par un système ordinaire qui est parfois humiliant, maltraitant. Et il y a des enfants qui sont arrivés en disant à leurs parents: «Mais moi, je veux plus jamais mettre les pieds dans une école». Et en fait, ils sont arrivés chez nous et puis ils ont trouvé leur porte d'entrée souvent par la nature. Il y a un enfant, voilà, c'est vraiment une de nos grandes réussites, de nos grandes fiertés. C'est-à-dire qu'il est parti au collège et aujourd'hui, il est en 5e, il va rentrer en 4e, mais il vient toujours une demi-journée à Ose la semaine. Parce que pour lui, c'est pas possible de quitter cette école. C'est l'école qu'il a. Coucou Minsa, si on l'entend. C'est bon, Minsa, c'est bon. Stop. Oui, donc il continue à venir une demi-journée par semaine. Ouais. Voilà, donc il a aménagé ça avec son collège et il vient toujours. Ah super. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment chouette parce qu'on a vu cet enfant se réparer en fait avec la nature. Il a trouvé ses forces à travers la nature. C'était un enfant qui était très agile, donc il grimpait très haut dans les arbres et qui était tout de suite très admiré des autres enfants. C'était l'enfant qui connaissait beaucoup de choses au niveau du vivant, qui connaissait beaucoup les arbres, les animaux, etc. Et donc il était passionné et passionnant pour les autres et c'est comme ça qu'il a réussi à reconstruire sa confiance, son estime de lui-même et à reconnecter avec l'école en fait. Et donc il a fait 4 ans chez nous, il a fait 3 ans chez nous, puis ensuite il est venu en demi-journée parce qu'il était au collège. Ton retour d'expérience rejoint celui de Vanessa que j'ai interviewé il y a quelques mois, donc de l'école Les Enfants sous les pins à Soubrig, qui parlait aussi de ces enfants qui n'ont plus du tout il n'y a pas de phobie scolaire, il n'y a pas d'anxiété de performance. Les enfants sont ravis de venir à l'école, n'en ont jamais assez parce que les journées sont beaucoup trop courtes, n'ont jamais envie de quitter l'école pour rentrer à la maison. Enfin, toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer dans une structure plus classique, finalement, peut poser la question du pourquoi est-ce qu'elles disparaissent ou elles s'effacent dans des structures moins ordinaires. Alors, qu'est-ce qui fait que, effectivement, ces enfants qui pourraient poser problème ou qui pourraient être étiquetés troubles du comportement, etc., finalement, dans un autre système, se retrouvent complètement adaptés. Non plus de troubles du comportement, ne sont plus étiquetés, retrouvent le plaisir d'apprendre. C'était vraiment l'objectif premier, c'était de créer un lieu émancipateur pour les enfants, qui puisse permettre aux enfants d'être eux-mêmes et d'exprimer leur plein potentiel. C'était le but. C'était nous, si les enfants arrivent à l'école en courant avec le sourire et qui ne veulent plus repartir le soir, c'est gagné. Et on a vraiment gagné ce pari, c'est-à-dire que tous les enfants adorent cette école. Souvent, à la fin de l'année, c'est « Oh, mais non, c'est les grandes vacances, c'est trop long, on verra plus notre forêt, etc. » Donc, ça, c'est gagné. Et je pense que c'est parce que, déjà, il y a un environnement qui est doux pour les enfants. C'est pas du bitume. C'est, voilà, on est vraiment en lien avec le vivant et les enfants en ont besoin. Les petits effectifs aussi permettent à chaque enfant d'exister.
Et puis nous, on n'aime pas les étiquettes, donc déjà on parle pas de niveau, on dit pas qu'il est en CE1 ou en CE2. Et oui, Les comment enfants ne est-ce qu'ils savent pas. sont répartis? Tu parlais qu'il y a 2 classes, donc en fait, Oui, oui, oui. ils sont répartis pas en termes de niveau. Comment? Ouais. Comment c'est Alors, organisé? nous on a des classes multi-âges, on a fait le choix du multi-âge, donc on a essayé plusieurs choses là ces 4 années précédentes. Là, on se retrouve avec une classe maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section. Normalement, il y a le CP aussi, mais là, c'est une rentrée particulière parce qu'on a que 2 CP et les CP ont plutôt le niveau de CE1, donc ils seraient pas tirés vers le haut de rester avec les maternelles, donc on les a mis à côté. Et en élémentaire, c'est une classe unique du CP au CM2. Donc il y a 15 élèves et avec 2 adultes et du coup c'est une pédagogie surtout Freinet principalement avec de la coopération, des plans de travail, beaucoup d'autonomie. Et voilà, la classe dehors aussi, le jardinage qui prend une place aussi importante, les projets, donc on va mener à bien un projet, on va aller faire des mathématiques, mais aussi du français, mais aussi voilà de la géométrie, des sciences pour mener à bien ce projet. Et donc ça fait sens pour les enfants parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler, on fait pas des maths, on fait pas des exercices là, mais on est en train de faire des mesures pour sa parcelle de potager et donc on apprend les mathématiques à travers un projet. Donc ça déjà, c'est le sens dans les apprentissages. Et puis la possibilité d'aller chacun à son rythme. Les enfants savent que dans une classe multi-âge, bah voilà, il y a des enfants qui en sont là, toi t'en es là, toi t'as développé cette intelligence-là pour l'instant, lui il a développé celle-ci. On est pas mal sur les intelligences multiples aussi. Donc en fait, en début d'année, on réalise une sorte de fleur des intelligences et les enfants savent qu'ils peuvent aller s'adresser à tel enfant parce que pour l'instant il a développé cette intelligence, mais que tout est, rien n'est figé, qu'au milieu de l'année ça sera encore différent, etc. Et donc ça permet l'entraide, ça permet la tolérance, ça permet à l'enfant d'être serein, de savoir qu'il peut aller à son rythme et qu'on n'attend pas des enfants qui fassent la même chose au même moment. C'est un peu le problème de l'éducation nationale, c'est qu'on leur demande de faire la même chose au même moment. Sauf que chaque enfant est différent, chaque enfant est unique et on a tous des périodes sensibles qui sont différentes. Donc ça, je crois que ça permet de raviver la joie, parce que les enfants, ils ont la joie d'apprendre naturellement. Hein. Mais le problème, c'est qu'on enlève cette joie, on la casse en leur disant « mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ci, c'est comme ça ». On les laisse pas explorer par eux-mêmes. Et puis nous, on valorise beaucoup l'erreur aussi. L'erreur permet d'apprendre. Puis il n'y a pas tellement de compétition puisqu'on n'a pas de notes. On fait pas d'évaluation. C'est ce que j'ai lu sur votre site. Il n'y a pas de notes. Non. Et qu'est-ce que j'avais noté? Pas de devoirs. C'est ça. Pas de notes et pas de devoirs. Comment c'est possible? Alors, on parle pas de devoirs, on parle d'entraînement. Alors en maternelle et CP, il y a pas de devoirs, pas d'entraînement, mais il y a des petits entraînements qui sont pas forcément systématiques, mais on va voir, on est beaucoup dans la coéducation avec les parents. Donc quand il y a des besoins, on va demander, ou des fois c'est les parents qui demandent, qu'il y ait un lien aussi à la maison. Mais nous, en fait, l'idée, c'était que à la fin de la journée d'école, ça soit la journée pour la famille, que ça soit un moment de joie. Et souvent, les retours qu'on avait dans l'éducation nationale, c'était « mais quand on fait les devoirs, c'est la crise, quoi. C'est juste l'horreur ». Puis comme il y a eu l'orthophoniste avant et la psychomotricienne avant, en fait, mon enfant est fatigué, il peut plus faire ses devoirs, c'est la crise, on mange tard, il se couche tard, il est fatigué. Et c'est un cercle vicieux. Et nous, on voulait inverser la donne en essayant de créer un cercle vertueux. Si on passe des bonnes journées à l'école, les apprentissages se font plus facilement. Les enfants retiennent ce qu'ils apprennent, ce qui a plus de sens. Quand ils rentrent à la maison, il y a la psychomotricienne qui est venue à l'école. Donc du coup, on n'a pas à aller la voir. On a 2 personnes qui viennent à l'école, en fait, pour suivre les enfants. C'est ce que tu m'expliquais. Vous avez aussi inclus dans l'organisation de la journée l'intervention de quand c'est possible avec de spécialistes ou de professionnels que les enfants pourraient voir en dehors de l'école. Voilà, mais là, vous avez essayé de les inclure. Tout à fait. Quand c'est possible pour les intervenants, ils viennent à l'école et du coup, il y a le bureau et ils prennent l'enfant et comme ça se fait sur le temps scolaire. Donc, à la sortie de l'école, c'est juste du jeu, de la joie avec les familles et c'est pas on a 1h30 de devoir. 6 ans ou 7 ans, c'est pas possible, c'est pas sain. L'enfant a besoin de jouer, l'enfant a besoin de cuisiner, de faire autre chose le soir avec ses parents, de passer un bon moment, faire un jeu de société. Enfin, voilà. On apprend tout le temps, en fait. On n'est pas obligé de faire des calculs ou des exercices le soir pour apprendre. Donc voilà, on a instauré ça et à partir du CM1, on va préparer les enfants au système ordinaire. Donc là, on leur explique qu'il y a des notes, qu'il y a des évaluations, il y a des contrôles. Et nous, après, on essaye de leur apporter un autre discours pour les préparer. On leur dit que l'évaluation, le contrôle, en fait, c'est pas pour les évaluer eux, mais pour évaluer l'enseignant. Donc nous, on fait des évaluations à mi-année et à la fin d'année pour savoir où on en est, mais on leur explique.
là, je te demande de faire ça pour me situer moi en tant que professeur, pour savoir ce qu'il faut encore que je t'apprenne, là où il faut que je modifie mon enseignement, etc., pour mieux te le transmettre. Donc, à partir de là, les enfants sont plus stressés par une évaluation parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas jugés par leur travail, mais que ça nous aide, nous, dans notre métier d'enseignant. Est-ce que c'est une manière de mieux leur faire passer la pilule de l'évaluation ou est-ce... Alors nous, c'est vraiment le cas, c'est vraiment pour nous. C'est vraiment pour se dire ah mince, là j'ai loupé quelque chose en géométrie, ils n'ont pas saisi le truc, ou cet enfant n'a pas saisi ça, donc du coup je vais devoir le faire d'une autre manière. Ça nous indique aussi si le niveau scolaire de l'école est OK. On n'a pas besoin des évaluations pour évaluer nos élèves, on les connaît. Parce qu'en fait, on en a 10 par adulte et donc on les connaît très bien. Donc on sait exactement là où ils en sont en fait. On n'a pas besoin de faire des évaluations pour ça. C'est peut-être que vous avez des comptes à rendre malgré tout, même si vous n'êtes pas sous contrat, vous avez peut-être quand même des comptes à rendre au niveau quand même des autorités, enfin sur ce que vous faites. Non, pas sur les évaluations du tout. On est inspecté, mais quand on est inspecté, c'est pas sur la pédagogie, c'est sur la sécurité, tant qu'on est hors contrat. Donc pour l'instant, nous on n'a pas les livrets scolaires à remplir et tout ça. Nous on a inventé, on a créé nos propres livrets scolaires, on a fait un arbre avec les intelligences multiples et donc du coup on va mettre des fleurs en fonction des intelligences qui sont développées ou pas, ou qui sont en cours de développement. Et surtout on va être sur l'appréciation parce qu'on voit souvent que ce qui intéresse les parents c'est l'appréciation. On sait pas aller voir si c'est acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Et donc on prend le temps vraiment à chaque période d'écrire pour chaque enfant là où il en est, et puis on prend des rendez-vous avec les parents aussi régulièrement. Donc non, il y a pas cette peur là de l'évaluation. Et donc comme je disais, on prépare les CM à l'entrée au collège après avec là on donne plus d'entraînements vraiment le soir, et voilà, ça reste des entraînements qui sont ludiques et puis qui permettent de faire le lien aussi avec les familles et l'école. Puis on leur explique ce qui les attend après. Pour l'instant il n'y a pas de collège OSE, même si c'est en projet. Pour l'instant il n'y a pas de collège, donc il faut qu'ils puissent s'adapter. L'idée en fait c'est pas de faire des enfants inadaptés et qui arrivent dans un collège et qui perdent toute la confiance qu'ils ont construit pendant des années. L'idée, c'est qu'ils partent avec un bagage en plus, celui de l'intelligence émotionnelle, celui de la confiance, de l'estime de soi, du rapport au vivant. C'est vraiment ça en plus qu'on veut apporter aux enfants. Voilà. Et quel retour d'expérience vous avez pour ceux qui ont déjà fait le cap? Ben oui, ceux qui sont déjà au collège, qui ont déjà franchi le cap. Des retours qu'on a, c'est des retours plutôt positifs. C'est des enfants qui sont porteurs d'initiatives, de projets. Donc ça se passe plutôt bien. Donc on est content. Après, on a peu d'expérience parce qu'on a peu de retours. Pour l'instant, on est dans la 4e année. On vient de finir la 4e année. Pour l'instant, c'est plutôt des retours positifs. Ouais. Tu dis que vous avez un projet aussi de collège, parce qu'actuellement, il n'existe pas de collège alternatif dans la région. Il y a beaucoup d'écoles maternelles ou primaires alternatives, mais pas de collège, parce que c'était la discussion aussi que j'avais avec Vanessa. C'était beaucoup plus compliqué à envisager et à construire. Oui, parce que nous, déjà, on n'a pas vraiment la formation du collège. Donc, faudrait s'entourer d'une équipe, même si on trouve que faudrait garder presque le fonctionnement de l'école élémentaire, voire même maternelle, avec les petits îlots, le travail en groupe au collège. Donc, il faudrait vraiment faire un travail de co-construction avec des profs du collège qui sont spécialisés, et des profs du primaire. Mais il y a un collège à Biotsa, à Aurec, dans les terres. Ils ont ouvert le collège, mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas grand-chose. Oui, nous, on l'a en tête, mais pour l'instant, on a envie plutôt c'est vraiment très, très chronophage et ça prend beaucoup d'énergie, et on a envie de profiter aussi là de notre structure et maintenant qu'on a passé les 4 ans, on a un nouveau fonctionnement là qui se met en place, et du coup, on a envie de pouvoir s'asseoir un petit peu là-dessus et recommencer après si on a l'énergie pour un collège. Mais pareil, il va falloir retrouver un lieu. Donc voilà, on l'a en tête, mais c'est pas tout de suite. On a envie de faire les choses doucement, mais sûrement aussi. Et puis moins, mais mieux, c'est bien aussi. Qu'est-ce qui incite les parents à inscrire leurs enfants dans votre école plutôt qu'une école plus classique? Je dirais que le plus souvent, c'est le respect des rythmes de chaque enfant, c'est l'accueil des émotions, et c'est le rapport à la nature, la proximité avec la nature. C'est souvent ça, parce que nous, on n'est pas dans une pédagogie arrêtée, donc on n'est pas une école Montessori ou une école Freinet. On va piocher un peu dans toutes les écoles, même dans les forest schools du nord de l'Europe ou au Canada, et on va piocher tout ce qui nous inspire et on essaie de mettre en place ça à l'école. Donc souvent c'est l'écoute de l'enfant, l'enfant au centre des apprentissages,
On a quelques parents qui étaient en IEF et qui peuvent plus maintenant être en instruction en famille avec la nouvelle loi. Donc, ils cherchent une école différente. Et oui, Voilà. parce que depuis 2022, les critères d'inclusion dans les dispositifs ont changé, sont beaucoup plus restrictifs. C'est ça. Que c'est assez dur d'avoir les autorisations d'instruction en famille. Ouais. Je crois qu'il faut déclarer un handicap, il me semble. Être nomade, porteur d'un handicap. Voilà. Enfin, il y a vraiment quatre figures. Je les connais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et là, on a une vague d'enfants qui arrivent, qui étaient en IEF avant. Et qui ne peuvent plus poursuivre parce qu'ils n'ont plus les autorisations. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est une vraie problématique. Je pense que c'est je sais pas si c'est une volonté de contrôle de l'éducation, parce que c'est vrai que quand les enfants sont en instruction en famille, on sait pas ce qu'ils font, quoi. Donc, c'est une volonté, je pense, d'avoir la main mise sur l'éducation des enfants, et c'est une liberté en moins, c'est clair, pour les parents, et c'est assez difficile pour certains qui croient beaucoup en l'instruction en famille. C'est rude. En tout cas, pour le moment, les écoles alternatives ne sont pas dans le viseur, ou sont pas remises en question. Enfin, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Vous n'êtes pas... Pour l'instant. Oui, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, même si les écoles alternatives sont quand même un peu sur la sellette. Et ce qui est un peu normal aussi, parce qu'il y a des écoles dogmatiques qui peuvent être dangereuses. Donc, c'est normal que ça soit contrôlé. Mais vous êtes quand même, c'est ce que tu disais, enfin, alors pas sous les autorités de l'État. Enfin, vous êtes quand même inspecté. On est inspecté, oui. Donc, il y a quand même ce regard à l'extérieur. Tout à fait, oui. Oui, on est inspecté. Ils viennent vérifier la sécurité des enfants. Et puis, si on n'est pas dans le dogme, quoi. Alors, quand tu dis sécurité, ça recouvre quoi? Si c'est clôturé, si... Cette sécurité-là. Oui. Okay. Oui, tu pensais à quoi? Non, je savais pas, justement. Parce que on prend tellement la sécurité pour tout aujourd'hui que je ne sais pas. Non, c'est les locaux, qui viennent en évaluer fait, sous couvert de sécurité, tu vois. Si les locaux sont sains, si on a bien respecté, si on a bien les extincteurs, les extincteurs, voilà, en fait, ce genre de choses. Si les enfants sont dans un espace qui est fermé, nous c'était pas le cas, c'était pas grillagé partout, donc là, on est en train, de mettre un petit grillage, parce que sinon c'est considéré comme pas sécurisé. Et comment se passe la cohabitation? Alors, on a parlé rapidement en introduction, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, comme avec ces femmes qui sont accueillies aussi sur site, qui ont quand même aussi une histoire de vie un petit peu particulière, qui sont aussi accompagnées, qui vivent librement, mais pas librement. Oui. Comment ça se passe? Parce que vous partagez le même lieu de vie, enfin, c'est leur lieu de vie, leur lieu de travail. Est-ce qu'il y a des projets en commun? Comment ça s'intègre? C'est une très bonne question. C'est la question aussi de beaucoup de parents quand ils arrivent. C'est quand même deux entités bien distinctes. Donc, on a nous on est l'association, donc l'école, et puis eux, donc c'est la ferme Baudonne. Mais on cohabite sur le même lieu, donc forcément on se voit, et il y a des liens qui se tissent au fil des années. Donc nous, on a un bon lien avec Alexandre, le maraîcher, et donc plusieurs fois dans l'année, on va visiter les serres. Donc il nous montre un petit peu tout ce qu'il cultive, et puis il nous donne aussi beaucoup de plants, beaucoup de graines. Il nous donne du terreau. Enfin voilà, on partage des choses au niveau du maraîchage. Et après, au niveau des femmes, elles sont invitées aux fêtes de l'école, parce que nous, on fête les saisons à chaque fois. On fait la fête de l'automne, la fête de l'hiver, etc. Et avec les parents et toute la tribu ose, donc on les invite aussi. Parfois elles viennent pas, voilà. Et en tout cas, la main est tendue. Et on a 2 femmes qui sont salariées de notre association. Elles font le ménage en fait à l'école tous les jours. Et on a un très 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 bon lien avec ces dames. Là d'ailleurs, elles sont souvent avec nous. On est en train de ranger l'école, faire le tri, etc. Elles viennent avec plaisir prendre un petit goûter, manger avec nous. Enfin, voilà. Donc il y a ce lien-là, ces 2 liens-là qui se sont créés. Après, c'est vraiment au fil des mois, s'il y a un projet, des choses comme ça peut se tisser. En tout cas, nous, on reste ouvert. Après, c'est quand même particulier, donc voilà, c'est pas... On y va aussi à tâtons, et puis c'est aussi Gabi qui connaît bien les résidentes, et donc c'est lui aussi qui peut nous proposer des choses quand il sent que c'est possible, etc., quoi. Qu'est-ce que les enfants
comprennent de cette cohabitation quelque peu atypique? Est-ce que ce sont les voisines? Oui, voilà, Oui. c'est les femmes qui vivent là-haut, au-dessus D'accord. de la ferme. Pour eux, il y a vraiment aucun questionnement. Ça a OK. été très bien expliqué au départ Ouais. et donc du coup, c'est normal. Ouais. On aime bien dire qu'on est aussi le lieu de la deuxième chance parce que là-haut, c'est le cas avec les résidentes et puis nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants, qui arrivent, pour qui c'est une deuxième chance Mmh. l'école, quoi, parce que, ben, ça s'est mal passé ailleurs. Pour certains, hein, je dis pas vraiment pour tous les enfants, mais pour certains, voilà, ils viennent et ils vivent une nouvelle expérience qui est souvent, bénéfique et donc c'est Mmh. la deuxième vie de l'école, la deuxième vie scolaire, quoi. Alors j'ai découvert qu'il y avait aussi une école pour les grands. Ouais. Bah, en fait, quand on a créé l'école, on s'est dit tout ce qu'on voulait transmettre aux enfants et que nous, on voulait, être en perpétuelle, formation aussi, et on s'est dit: «Mais il faut embarquer les parents avec nous dans cette aventure-là» parce si on veut créer un monde plus juste, un monde durable, ben, à ce moment-là, il faut qu'on continue d'apprendre, en fait, tous, pour aller vers des modes de vie, durables et du coup, on s'est dit: «Pourquoi pas, en fait, on est parti de l'idée que tous les parents qui arrivent ont des compétences, ont des savoirs spécifiés dans des domaines. Et l'idée, bah, c'est de partager. Donc, on avait un papa permaculteur. Donc, bah, il faisait. Donc, l'idée de l'école des grands, c'est de proposer des ateliers, des conférences une fois par mois sur les thèmes de l'écologie intérieure, relationnelle et environnementale, mais aussi le thème de l'éducation consciente, la santé globale, etc. Et donc, on organisait des ateliers compostage, des ateliers permaculture, des ateliers d'écoute des émotions, des ateliers de CNV. On avait des parents qui étaient formés aussi à la CNV, des ateliers d'intelligence collective, conférences sur l'Ayurveda, sur la médecine traditionnelle chinoise. Enfin voilà, l'idée, parce que moi je suis comme ça à la base, c'est d'aller découvrir plein de choses, de m'imprégner de ces choses et de créer avec ça, avec tout ce qu'on apprend, de créer la vie qui nous va, quoi, la vie qui nous semble la plus juste et la plus en accord avec nos valeurs. Et donc cette école des grands, elle a vu le jour même avant l'école primaire. Avant même qu'on ouvre l'école primaire, on avait l'association, c'était à Biarritz, et donc on faisait déjà des conférences. Et avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de gens qui se déplaçaient, que les gens s'étaient habitués aux conférences en visio et tout ça. Et nous, on s'est dit, mince, si c'est pour faire venir un intervenant et qu'il y ait 3 personnes ou 5 personnes, c'est pas la peine. L'idée, c'est vraiment d'essaimer et de partager autour de nous. Du coup, cette année, on a eu l'idée de tout rassembler ces événements-là en un festival. Seulement cette année, on a eu pas mal d'épreuves cette année qui ont fait qu'on n'a pas pu se lancer dans le festival. C'était trop important, toute l'organisation qu'il fallait faire, etc. Donc on s'est dit pour l'année prochaine, donc l'année 2025, on va faire notre premier festival qui s'appelle le Printemps des Audacieux. Et donc voilà, qui serait sur plein de sujets pour que ça soit au niveau de l'écologie, de la santé, pour avancer ensemble en fait vers ce monde-là. Toi, tu l'appelles le nouveau monde, mais vers ce monde qui est au service de la vie, qui va dans le sens de la vie en tout cas. Voilà. Donc l'école des grands, ça sera dorénavant à travers un festival. C'est quoi une journée type à l'école? Comment ça se passe? Parce que j'ai vu aussi, et je trouve ça génial, vous adaptez vos horaires en fonction des saisons. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que les horaires d'été ne sont pas les horaires d'hiver pour s'adapter, tu dis, aussi au rythme biologique. C'est ça, exactement. Wow. Oui, parce qu'en fait, on s'en rend compte nous-mêmes. Enfin, la société, elle est pas faite en fonction de nos rythmes biologiques, quoi. On se rend bien compte que l'hiver, on est plus fatigué, on a besoin de ralentir. Je me suis beaucoup intéressée, voilà, au rythme biologique, au rythme des saisons, et je me suis dit, mais il faut qu'on fasse ça à l'école. Donc, on a une saison lumineuse et une saison lente. La saison lumineuse, c'est septembre, octobre, et ensuite, elle reprend en avril, mai, juin. Et la saison lente, c'est la saison automne-hiver. Pour l'instant, c'est pas énorme, mais c'est une petite demi-heure qui change quand même les choses. C'est-à-dire qu'en saison lumineuse, on commence l'école à 9h. Et en saison lente, l'hiver, c'est 9h30. Et du coup, ça décale, ça permet aux enfants de dormir une demi-heure de plus, pour ceux qui peuvent. Et puis, nous, ça nous décale aussi. On se sent plus en rythme. Enfin, on se sent
plus en lien avec notre rythme, on est mieux. Et voilà, alors après, moi, j'aimerais aller plus loin. C'est-à-dire? J'aimerais changer complètement les vacances scolaires. On a un calendrier scolaire là qui est pas du tout adapté. Il y a partir pendant 8 semaines en vacances en été et avoir des périodes très longues de 9 semaines en juin où les enfants sont très fatigués. En fait, c'est pas du tout physiologique. Puis en plus l'été, on oublie beaucoup de choses. Moi, je ferais des plus longues vacances. À Noël et des vacances plus courtes. En fait, je ferais 1 mois en hiver, 1 mois en été et après toutes les 5-6 semaines, avoir 1 semaine, un break à chaque fois et ça serait beaucoup Ce qui plus permettrait aussi de rééquilibrer finalement les temps Exactement. de repos, de Exactement. travail. Ouais. Alors pour l'instant, pour l'instant, ça demanderait aux familles en fait, la société, elle est pas faite comme ça parce que les centres de loisirs, ils sont pas ouverts, ça changerait beaucoup de choses. Donc on attend un petit peu, mais ça serait en projet, pour plus tard, d'aller plus loin encore là-dedans, dans ces horaires. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres structures qui ont déjà imaginé ou qui mettent en place des rythmes différents de ce qu'on connaît? Je n'en connais pas, Ouais. mais peut-être que ça existe dans d'autres pays. En tout cas, je n'en connais pas. Après, si on attend que ça vienne d'en haut, comme toujours, ça viendra pas. Donc, à un moment donné, c'est nos projets citoyens de changer les choses et d'apporter des... Mais bon, ça demandera aussi aux parents d'être en accord avec tout ça. Donc, ça demandera de faire un sondage pour savoir si ça... Oui, parce que ne serait-ce que déjà s'adapter aux horaires des saisons, oui. déjà, c'est pas rien peut-être en termes de logistique. Oui, alors après, on propose quand même une garderie le matin, quoi qu'il arrive, à 8h30, parce que sinon, c'est pas possible pour certains parents. Mais ça laisse au moins l'opportunité pour certains enfants de dormir plus en hiver, quoi. Quels sont les effets que vous observez sur le comportement, les apprentissages des enfants avec les 4 années là, d'expérimentation? Moi, ce qui me bluffe le plus, c'est vraiment la confiance, l'estime, la capacité de parler devant les autres, de dire non. Ça me bluffe. Quand je les vois en conseil de vie collective prendre la parole et dire non, je suis pas d'accord avec toi parce que mon point de vue c'est celui-là, et qu'en fait après on voit l'autre enfant qui réfléchit et qui change d'avis. Moi c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, l'éducation émotionnelle, les ateliers philo, les conférences, les enfants font des conférences devant les autres toute l'année sur des sujets. Et du coup, on les prend au sérieux en fait. C'est pas, des enfants, c'est pas des têtes vides qu'on doit remplir, mais c'est des joyaux à révéler. Et du coup, on les aide à prendre conscience de ça, que ce sont des joyaux et qu'ils ont juste à regarder qui ils sont, à accepter, à connaître leurs limites, savoir qui ils sont, savoir que derrière une émotion, il y a un besoin. Et tout ça, ça permet en fait la construction d'une vie intérieure qui est riche et solide. Et là, en fin d'année, j'ai fait un petit projet avec les enfants, les plus grands, sur les amitiés toxiques. Donc on a beaucoup parlé de ça. Ça a émergé des enfants, en fait. Ils avaient une histoire à raconter et on est parti sur à quel moment on peut sentir qu'une amitié est toxique. Et c'est allé assez loin. Et c'est vrai qu'au début, on a fait un petit sondage en disant, on est parti d'un petit livre, d'une histoire, et je demandais aux enfants, mais levez la main ceux qui pensent que ça pourrait leur arriver. Ce que vit cet enfant-là, donc c'était une enfant qui était... maltraitée par un groupe d'enfants, mais qui voulait tellement être aimée par le groupe d'enfants qu'en fait, elle acceptait beaucoup de choses, mais qui n'étaient pas OK pour elle, quoi. Et donc, il y avait, sur une vingtaine d'enfants, il y avait peut-être 7-8 enfants qui ont eu le courage de lever la main en disant, moi, je pense que je l'aurais fait pour être dans ce groupe-là, quoi. Parce que je veux être aimée quand même, c'est important. Et on a fait tout un chemin comme ça sur plusieurs semaines, et puis à la fin, je leur ai redemandé, est-ce que maintenant vous pensez que ça pourrait vous arriver encore? Et il y avait quasiment plus d'enfants qui levaient la main. Ils disaient, mais non, c'est hors de question, c'est pas OK pour moi. Donc voilà, c'est ça que je célèbre le plus à l'école, c'est de voir des enfants qui se construisent et qui sont, je dirais pas sûrs d'eux, mais qui ont confiance en eux, en qui ils n'ont pas peur, en tout cas, de prendre... C'est ça. Quand tu dis ils font des conférences, Oui. Alors au début, ils ont peur, mais au fil de l'eau, ils construisent cette confiance-là et à la fin, ils n'ont plus peur du tout. Là, je vois ceux qui partent au collège, je les ai vus changer, c'est juste incroyable. Au début, c'était des enfants qui parlaient pas, qui n'osaient pas parler devant les autres, puis aujourd'hui, qui prennent la parole, qui peuvent même faire du théâtre devant les autres, théâtraliser des choses. Enfin, c'est parce que j'ai l'impression qu'on ne nous apprend pas nécessairement à avoir cette confiance-là et à apprendre à prendre la parole devant les autres. Enfin, moi, j'ai souvenir d'être terrorisée à l'idée qu'on m'interroge ou de devoir prendre la parole devant tout le monde. Et encore aujourd'hui, à bientôt 45 ans. Et je trouve génial ce que tu es en train de nous dire sur le fait que le plus beau, la plus belle
satisfaction, c'est de voir la confiance qu'ils acquièrent sans que ce soit forcément l'intention première, mais au gré de tout ce que vous proposez, finalement, ouais, tu dis, ils ont quelque chose de solide à l'intérieur d'eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, cette année, ils ont fait un grand jeu collectif qu'ils ont inventé pendant les cours de récréation, c'est le jeu des cabanes. Mais à travers ce jeu-là, il y a eu... ils ont traversé tellement de choses et tellement d'apprentissages. C'est-à-dire que c'était l'époque de la guerre en Ukraine, donc autant te dire qu'ils ont fait la guerre. Hein. Ils avaient des camps. C'était limite s'ils se mettaient pas du charbon, tu sais, sur les joues, et en fait ils se battaient pour des bâtons et c'était la guerre et tout ça. Et au final, ils ont, à force de se réunir ensemble, de dire ce qui était pas ok, etc. Parce qu'ils faisaient des conseils de jeu en fait pour réaffirmer les règles et tout ça. Ils sont passés du vol de bâtons au troc de bâtons. Ils sont passés par plein de choses, à accepter à créer des nouvelles règles et tout ça pour que ça aille à tout le monde. Mais et en fait, à travers ce jeu-là, ils ont emmené tout le monde, les filles comme les garçons. Et ça, c'est très rare dans les cours d'école, qu'il y ait des jeux qui mobilisent les enfants, les filles et les garçons. Et là, ils jouaient vraiment tous ensemble. Et c'était impressionnant de se mettre en retrait et de les voir comme ça se réunir sur les rondins et dire « Bon, allez, toi, t'es président. Ok, alors c'est bon, on t'écoute. » Et donc, ils s'écoutent entre eux. Et en fait, des fois, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les mêmes règles. Donc, ils n'avaient pas compris les mêmes règles. Donc, du coup, ils s'autorégulent. Et c'était juste incroyable parce qu'on se dit « Bah oui, la société de demain, c'est ça, quoi. C'est coopérer, c'est apprendre à faire ensemble, c'est dire quand c'est pas ok pour nous, ne surtout pas se soumettre à des choses qui sont pas justes ou pas ok pour nous. » Et ça, on le voit que c'est bien ancré en eux. Pour ceux qui ont vécu les 4 ans, ça, on voit que c'est en eux et ça, c'est magnifique. Puis après, le prendre soin du vivant aussi, on voit qu'on a réussi quelque chose aussi. Ils prennent vraiment soin. On a des enfants qui arrivent au début et qui écrasent la moindre fourmi ou l'escargot au début, et puis t'as les enfants de Oz qui arrivent et qui sont là depuis 3-4 ans. Ah non, mais surtout pas, mais c'est vivant, mais tu te rends pas compte là de ce que tu lui fais, etc. Et en fait, ils apprennent ensemble à prendre soin du vivant, et pour eux ça fait sens, et très vite ils se rendent bien compte que non, en fait faut prendre soin du vivant, c'est important, et ça nous met dans la joie en fait. Nous on aime beaucoup un livre à l'école qui s'appelle As-tu rempli ton seau aujourd'hui? C'est un livre qui explique qu'à l'intérieur de nous, donc on a le seau de la joie, le seau de la confiance, le seau de l'amitié, tout ça, et que quand on va remplir le seau de quelqu'un, en fait on remplit aussi le sien. Et du coup ça, les enfants ils le savent, quoi, que quand on va aider quelqu'un, quand on aide quelqu'un à remplir son seau, en fait on sait qu'on s'aide soi-même aussi. Et ça, on le fait vraiment, on prend du temps avec eux, on les aide à ressentir. Mais attends, mais là, du coup, tu l'as poussé volontairement, tu lui as fait mal. Comment tu te sens après, vraiment? Et comment tu te sens, au contraire, quand tu vas aider un enfant qui est tombé et que tu lui tends la main? Comment tu te sens dans ton cœur? Ah ouais, je me sens fière, je me sens bien. Et c'est juste, ils le sentent dans leur corps. Donc après, c'est pas juste des leçons de morale, c'est en fait, ils le sentent physiquement que c'est bon quand on va aider les autres et quand on donne, en fait, on se donne à soi-même. Et voilà, donc c'est tous ces petits trésors qui peuvent paraître un peu anodins, mais pour nous, ça change le monde, en fait, vraiment. Parce qu'il y a moins de conflits, il y a plus de tolérance, il y a plus d'entraide, ils sont plus dans la coopération. Ils vont chercher une branche dans la forêt, ils sont 6 sur la branche. Attends, mais toi recule un peu, enfin ils coopèrent, quoi. On les voit, ils coopèrent. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix pour nous. Après, voilà, qu'ils sachent compter, lire, évidemment, mais c'est pas la satisfaction première, dire que oui, ça a eu du sens pour eux d'apprendre à compter avec le potager ou avec la construction des cabanes. Oui, c'est plus le bien-être des enfants et la solidité de leur vie intérieure qui est en train de se créer, quoi. On comprend mieux pourquoi ça s'appelle Oz. À moins que ce soit un acronyme ou un... Oui. Non. En fait, c'est Oz. Oz, voilà, c'est le mot qui nous est venu quand on cherchait l'école, le nom de l'école. Et ensuite, un ami nous a dit ah oui, Oz, comme on s'éveille ensemble. Et du coup, c'est parti de là. Ah ben oui, c'est on s'éveille ensemble. On s'éveille tous ensemble. D'où l'école des grands aussi, où on continue d'apprendre et de s'éveiller ensemble, quoi. Voilà. Si tu devais décrire la raison d'être en quelques mots, tu dirais quoi de votre projet? D'accompagner les citoyens de demain, en fait, vraiment de leur donner les clés par rapport aux défis là qu'on a à relever. Je pense que ce qu'il y a à développer, c'est vraiment cette écologie intérieure et cette créativité pour pouvoir rebondir, créer, parce que en fait, la plupart des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui, donc il va falloir les créer. Donc pour nous, c'était important que les enfants soient bien avec eux-mêmes, sachent créer des relations harmonieuses avec les autres et avec le vivant, et sachent créer, inventer, rebondir. C'était vraiment ce qui était le plus important pour nous. Tu as fait référence plusieurs fois à vos valeurs. Est-ce que tu peux les rappeler?
Oui, bah, là, ouais, j'en ai parlé, En filigrane. ouais, c'est ça. Bah, c'est évidemment la bienveillance, la coopération. La bienveillance, la coopération, le lien à la nature. La coéducation, c'est très important aussi. On coéduque avec les parents. On n'est pas, chacun, dans notre coin. C'est important de Oui, on n'a de pas trop de parlé de de la faire place lien. des Ouais. parents. Ouais. Oui, oui, elle est hyper importante. Nous, on n'a pas les aides de la mairie, pour la cantine et tout ça, donc les parents sont conscients, en fait, quand ils arrivent à l'école. Ils sont dans une école participative, donc ils ont chacun une mission, un rôle. On a des commissions, donc on a la commission bibliothèque, ils vont à la bibliothèque de Tarnos chercher des livres en fonction des thématiques étudiées. On a la commission compost, on a la commission, sciure qui amène la sciure pour les toilettes sèches, la commission des fêtes qui organise les fêtes, la commission des finances pour aller chercher des fonds. Donc chaque parent, en fonction de ses disponibilités et de ses compétences, va s'inscrire dans une commission. Jusque-là, c'était Fanny et moi qui menions un petit peu tout ça, mais ça nous faisait beaucoup. Donc à partir de l'année qui arrive, là, ça va être l'association de parents qui va gérer toute la participation des parents en fonction des besoins de l'école. Voilà, on a des parents aussi qui font les gâteaux d'anniversaire. Donc ils viennent faire une fois tous les 2 mois, ils viennent faire un atelier pâtisserie avec une fois tous les 2 mois, ils viennent faire un atelier pâtisserie avec les enfants pour fêter les anniversaires. Il y a vraiment plein de choses pour nous aider. Là, cette année, il y a des parents qui vont venir un midi pour manger avec les enfants pour que nous on puisse se regrouper et faire notre réunion d'équipe entre midi et 2 et plus à 16h30 jusqu'à 18h30 le soir pour alléger un petit peu nos journées. Donc voilà, on travaille ensemble, on coopère avec les parents. Et quand il y a une problématique avec un enfant, on est vraiment dans la coéducation. On prend tout de suite rendez-vous avec les parents, on essaie de faire ensemble et de mettre toujours l'enfant au centre, en fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite Camille? Ah, la question. La petite Camille, qu'elle a raison d'oser. Oser, sans avoir peur. Et que on est créateur de sa vie, en fait. On a le pouvoir pour créer la vie qu'on veut. Est-ce que tu as créé l'école que tu as envie de créer? J'avance vers cette école. Elle n'est pas encore là, selon moi, mais j'avance. On expérimente, mais on tend vers cet idéal, ouais. Est-ce que tu souhaitais transmettre un message en particulier? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'on est tous capables d'être créateurs de nos vies et que souvent on a beaucoup de barrières, beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de peurs, et que si on les traverse et que si on apprend à écouter toutes nos parts à l'intérieur, et en fait, on est capable de vraiment créer la réalité qu'on souhaite. Et que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de nous, de chacun d'entre nous. Donc le monde qu'on veut créer demain, ça dépend de notre monde intérieur. Alors je vais rebondir. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde sur ce podcast. C'est quoi le Nouveau Monde pour toi, Camille? Alors le Nouveau Monde, c'est un monde qui va dans le sens du vivant, de la vie, toujours, donc qui a du sens, en fait. C'est un monde qui s'accorde avec les lois du vivant qui étaient là bien avant nous, en fait. Donc nous, souvent, on a créé des sociétés qui ont oublié ces lois, et en fait, on va parfois vraiment à l'encontre de la vie, quoi. On paye les conséquences aujourd'hui avec la planète, avec des gens qui vont mal, avec des gens en mauvaise santé. Pour moi, le Nouveau Monde, c'est ça, c'est un monde avec de la conscience, avec du sens. Et comment toi, tu as l'impression de participer à la création de ce monde-là? Déjà avec mon propre cheminement intérieur, parce que du coup, c'est cohérent avec ce que je dis. Si mon monde extérieur est le reflet du monde intérieur, je dois d'abord travailler sur mon monde intérieur. Donc j'ai encore du boulot, comme beaucoup de gens. Et puis je pense qu'en étant auprès d'enfants au quotidien, je pense que je fais ma part. En leur transmettant tout ce que j'ai dit tout au long du podcast. Voilà, toutes ces valeurs d'éducation à la paix, d'éducation à l'écologie dans toutes ses dimensions. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ça peut être mon joker. Je sais pas. Alors, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Écoute, non, je pense avoir déjà beaucoup parlé. Et non, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question de l'école et de tout ce que je mets en place à travers ce projet. Tu connais le portrait chinois? Oui, on le fait avec les enfants. Ouais. Alors, à ton tour. Ouais. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Si j'étais un plat, alors c'est pas un plat, mais je dirais peut-être une salade de fruits de toutes les couleurs. Ok. Si tu étais un livre? Un livre,
Bah, je vais dire celui que je lis en ce moment, qui s'appelle La Reverdie, de Louise Prowse, je sais pas comment on prononce son nom. C'est un livre qui parle de façon très poétique de la permaculture, de l'amour, du sens de la vie, du sens qu'on met dans nos vies. Et ce livre me touche particulièrement. Donc, je dirais ce livre, La Reverdie. Alors, comment tu écris La Reverdie ? La Reverdie, Reverdie. C'est un terme littéraire qui signifie la renaissance, le renouveau. Si tu étais un dicton ? J'ai pas vraiment de dicton qui existe, mais je vais faire un peu mon propre dicton. J'aime bien me rappeler je navigue dans ma vie comme sur une rivière. C'est-à-dire que je suis le flot. Je peux pas, si je commence à résister, en fait, ça va pas le faire. Donc écouter ce que la vie a à m'apporter, me laisser porter, en fait, là où elle veut m'amener, être dans la confiance et dans un certain lâcher prise, parce que je sais que j'irai là où je dois aller, en fait. Et c'est comme l'eau dans la rivière, elle va là où elle doit aller. Si tu étais un film ? Un film... Est-ce que je peux dire un documentaire plutôt ? Oui, vas-y. Enfin, c'est pour moi, il y a une conférence que j'ai vue un jour qui a changé beaucoup de choses. C'est la conférence de Thomas d'Ansembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et je l'ai vue il y a une dizaine d'années et ça avait été vraiment porteur de plein de sens pour moi. Il explique beaucoup de choses sur la communication non violente, sur la façon d'être, comment on est éduqué pour faire plaisir aux autres en fait, et comment on se coupe de soi-même, comment on se coupe de son corps, de son ressenti. Et ouais, ça avait eu un impact assez fort sur moi cette conférence-là. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne ? Alors, j'ai pas une bonne culture en super-héros, super-héroïne. En revanche, avec les enfants, on travaille beaucoup sur les super-pouvoirs parce que les super-héros, ils ont des super-pouvoirs. Souvent, on travaille sur les super-pouvoirs et donc, je dirais plus un de mes super-pouvoirs. Ouais. Je dirais que c'est la créativité et la persévérance et l'idéalisme que j'ai en moi qui me fait aller loin dans les choses que j'entreprends. Voilà. Ok. Merci Camille de ta participation. Avec plaisir, merci à toi. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Camille vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement. Alors, on n'a pas parlé de comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi ou du moins avec l'école. À travers le mail de l'école. Ouais. C'est ose.grainedécole@gmail.com. Ok. Est-ce qu'on mettra aussi peut-être site internet ? Le site internet, ouais. Oui, c'est www.espaceose.com. Et vous êtes aussi sur les réseaux ? Oui, un petit peu. Ouais. C'est moi qui m'occupe des réseaux et c'est vrai que j'essaye d'être un petit peu aussi dans la détox digitale. Et moi, en fait, ça me prend trop de temps parce que je suis pas du tout formée à tout ça et ça me prend énormément de temps de faire une story. Donc, j'essaie d'en faire de temps en temps, mais ça va aussi avec les valeurs qu'on prône de pas trop être derrière les écrans. Et oui, on fait un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent jusqu'à nous grâce aux réseaux sociaux. Donc j'essaye un petit peu de transmettre ce qu'on propose à l'école, mais sans pour autant être dans quelque chose de quotidien qui me nourrirait pas du tout en fait. Bon, on mettra tous les liens dans la description. À bientôt. Merci Katia, à bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.